Bonjour, bienvenue dans un nouveau débat organisé dans le cadre des cours de chimiothérapie de Gustave Roussy, édition 2023. Aujourd'hui, avec le docteur David Planchard, nous allons parler des résistances aux thérapies ciblées et des immunoconjugués. On va commencer avec la résistance aux thérapies ciblées qu'on utilise maintenant dans presque 40% de nos patients. Vraiment la prise en charge de ces patients, c'est 30-40% comme tu le dis, et on va avoir ces premières, deuxième, troisième génération. Globalement, on est toujours à même de se dire que malheureusement un patient va récidiver. Et du coup, ma première question, et que le clinicien se pose, c'est quid des patients à la récidive sous inhibiteur de tyrosine kinase? Qu'est-ce que du coup, ton premier réflexe quand tu as le patient en consultation finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est vrai que dans les résistances, je vais prendre l'exemple des réarrangements de Halk, 4% de nos patients. On a maintenant 3 générations d'inhibiteurs. On débute habituellement par les deuxième ou les troisième générations et on peut avoir le réflexe de se dire je suis sous deuxième génération, ça résiste, je passe à la troisième génération. Et je prends l'exemple d'Alectinib qui est un inhibiteur de deuxième génération. Et ce qu'on a fait avec Gustave Roussy ensemble, c'est de doser la quantité des thérapies ciblées dans le sang. C'est une simple prise de sang. Et on a vu que pour les patients qui étaient exposés chroniquement, pas forcément en phase de résistance, la moitié des patients n'étaient pas dosés correctement dans le sang. Et c'est vrai qu'on ne pose pas toujours la question aux patients, est-ce que vous prenez bien votre traitement ? Et ça veut dire que du coup, parce que faire du dosage, c'est bien, il faut que tu saches quand est-ce que tu le fais, et si globalement, tu n'as pas d'interaction, en fait, parce que est-ce que c'est uniquement une question de dosage et de prise de médicaments, est-ce que ce n'est pas du coup une question d'interaction médicamenteuse, et quand est-ce que tu vas le doser? Enfin, on a l'impression que c'est très aléatoire, en fait, ces dosages, non? Exactement. Ce n'est pas seulement la bonne prise, c'est l'heure de la prise, éventuellement à jeun ou pas, et les interactions, et c'est une discussion avec ton pharmacien. Et une belle étude a montré que le temps de contrôle de la maladie était très bien corrélé avec la quantité de médicaments dans le sang. Donc je dirais qu'un des premiers réflexes qu'on pourrait avoir est de doser le médicament, être sûr, en particulier chez un patient qui aurait eu des tox initiales et qui arrive devant toi avec zéro tox. Et d'ailleurs, il y a un essai en cours qui est ouvert aux Pays-Bas et qu'on espère ouvrir à Gustave Roussy, qui va tester une dose fixe d'Alectinib à une dose modulée à un dosage assez précoce au 15e jour de la prise de traitement. L'écueil qu'on a, enfin, après, c'est comme peut-être les altérations moléculaires, c'est que du coup, tu reçois un résultat de dosage. Quel est ton range? C'est-à-dire que finalement, des industriels ne te disent pas il faut que le médicament soit entre ce dosage-là, 2 nanogrammes par ml, etc. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu dis je suis dans la bonne fourchette? Ou alors finalement, quoi qu'il arrive, le patient est résistant, je ne sais pas, et ben, je vais augmenter la dose et puis je vois ce qui se passe finalement. Est-ce que de nouveau, il est sensible aux médicaments? Oui, c'est extrêmement juste. On a tellement l'habitude de voir des résultats biologiques avec des normes ça, en fait, qu'on est un peu désarçonné de voir que là, il n'y a pas de normes, puisqu'effectivement, dans le développement du médicament, on n'a pas, à partir de tel seuil, ça répond. Alors, ce que font en général les pharmacologues, c'est qu'ils prennent la médiane et ils te disent on est au-dessus de la médiane, donc on peut considérer qu'on est bien exposé. Et ça, on peut imaginer que ce soit quelque chose qui soit réalisable dans la plupart des centres, ou ça veut dire qu'il faut envoyer ça du coup sur des laboratoires qui ont cette capacité de le faire, parce que c'est toujours pareil. Alors, beaucoup de centres ont la capacité de le faire. En tout cas, beaucoup de gros centres, donc on peut facilement trouver son centre, on va dire, auquel on peut référer des patients pour des essais thérapeutiques, en général, est en capacité de le faire. Parfois, tous les centres ne savent pas doser tous les médicaments, mais ils collaborent entre eux et peuvent s'échanger les tubes. Et le dosage, on peut imaginer qu'il soit différent, c'est-à-dire que si tu as une progression cérébrale, est-ce que par exemple, on va se dire qu'il y a une progression cérébrale, il faudrait que finalement le dosage soit plus fort pour la pénétrance, ou est-ce que ce sera la même concentration qu'on espère avoir dans l'interprétation des résultats? C'est vrai que sur ce type de ligogrégression, sur des sites comme le cerveau, on se pose vraiment la question. Je pense que c'est une des très bonnes indications. Alors c'est vrai que ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que quand on dose, il y a une petite contrainte qu'on doit prélever globalement dans l'heure précédant la prise du traitement. Donc si le patient prend son traitement à 8 heures, il faudra faire la prise de transe entre 7 et 8.
Et on peut imaginer faire du dosage sur d'autres liquides, c'est-à-dire qu'une progression pulmonaire, je ne sais pas, pleurale, faire un dosage au niveau pleural, une progression cérébrale, faire un dosage au niveau LCA, etc. C'est-à-dire qu'il faut être plus agressif et se dire on va aller doser le médicament partout pour voir s'il y a une bonne pénétrance, et c'est là qu'on va adapter le traitement. Alors sur le LCR, c'est souvent des ratios entre plasma et LCR. On le fait, je dirais que c'est aujourd'hui un peu plus de la recherche qu'une application clinique. Donc là, on attend les résultats, dont tu le fais en pratique clinique, hein. Quand il y a une progression explosive, je ne le fais pas, mais c'est vrai que quand il y a une progression lente, je me pose toujours la question, ou une progression unicide type cerveau, je me pose toujours la question. Et derrière, l'autre alternative, c'est quand même de se dire quid des mécanismes de résistance, etc. Est-ce que je passe à une autre génération? Est-ce que derrière, après, on sera à même d'avoir d'autres générations post-deuxième, troisième? Parce qu'on monte en grade, mais pour l'instant, on se retrouve bloqué sur des troisième générations d'inhibiteurs de ALK, pareil pour les EGFR, etc. Ton sentiment derrière, ça va pousser plus fort? La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura toujours des nouvelles générations? Je pense qu'on en aura toujours. Elles seront peut-être spécifiques à des populations. Je vais te donner deux exemples. Pour ROS1, c'est vrai que le crizotinib est un très bon inhibiteur de ROS1. L'entrectinib est également un inhibiteur de première génération. Et c'est vrai qu'on attendait un petit peu la suite parce que l'orlatinib peut fonctionner post-crizotinib, mais il inhibe pas la mutation de résistance, la G2032R, qui est la mutation la plus ennuyeuse. Et on a aujourd'hui des deuxièmes générations avec le repotrectinib, avec le NVL520, qui montrent réellement une efficacité, même à des petits niveaux de dose. Donc oui, je pense qu'on va continuer à avoir ces médicaments avec deux intérêts, être plus efficace ou alors être aussi efficace et moins toxique. Mais ce ne sera peut-être pas si facile que ça. Par exemple, dans l'exemple de RET, on a maintenant deux inhibiteurs spécifiques de RET. Eh bien, quand on regarde les mécanismes de résistance, on a envie de faire un deuxième génération quand on a une mutation qui apparaît au sein du gène qui est la cible, RET. Et finalement, dans l'expérience qu'on a eue, seulement 10% des mutations sont au sein de RET. Ce qui fait que peut-être ces deuxièmes générations ne seront destinées qu'à un sous-groupe de patients. Ce ne sera peut-être pas comme on fait avec ALK, on a juste à passer à la génération d'après. Et le dernier exemple qui montre bien ça, c'est EGFR, avec les mutations qu'on connaît bien, hein, 19 et 21 activatrices. L'étude Flora qui a un peu mis l'osimertinib comme traitement standard, et finalement après osimertinib, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, il faut mettre de côté l'oligoprogression sur laquelle on a tendance à traiter localement et à continuer le TKI, mais on a ces résistances qu'on appelle au sein de la cible ou on target avec des nouvelles mutations, et on a des quatrièmes générations d'inhibiteurs de GFR qui apparaissent, mais finalement elles vont peut-être être destinées à un tout petit sous-groupe de patients. Par exemple, si on a 5% des patients qui sortent C797S sous osimertinib, eh bien s'il y a un inhibiteur un jour, et on pense qu'on va en avoir puisqu'on a des premiers exemples qui arrivent en clinique, ils ne seront réservés qu'à ces 5%. Ce que ça veut dire, c'est peut-être qu'on aura à biopsier encore et encore dans le futur. Mais alors, la vraie question, c'est dur parce qu'on a toujours tendance à faire remonter ces nouvelles générations, même pour le ALK, etc., pour le GFR, sur la première ligne. Ça sur des mutations très rares qui vont émerger. Est-ce qu'on aura besoin d'emblée d'anticiper et de totalement les bloquer, puis en se disant quid de ce qui va se passer, et qu'à ce moment-là, on est clairement, la cellule va passer par des voies de bypass peut-être plus compliquées à contrôler, en fait. Donc toi, ton attitude, tu le vois même pour les ALK, tu aurais envie déjà de commencer sur une quatrième génération maintenant, quand on a eu ce débat sur les troisièmes, sur les deuxièmes générations d'emblée en première ligne? Alors c'est vrai que la séquence reste totalement non résolue à mon sens. Pour ALK, on sait qu'une première génération suivie d'alectinib égale alectinib en termes de survie globale sur une population japonaise. Donc première génération suivie de deuxième génération égale deuxième génération. Mais le réflexe, c'est un peu de dire best drug first, de toujours remonter la dernière génération. Peut-être que la séquence des mutations de résistance nous poussera, c'est-à-dire que c'est la biologie qui nous fera dire attention, peut-être qu'il faut y aller crescendo et commencer moins fort, attendre les mutations et mettre le traitement plus fort. Puis ça dépendra de la tolérance de ces traitements. Et donc, à côté de ces mutations, enfin, si tu restes sur le gène, oui. Si tu vas à côté, on peut imaginer que derrière, ça va être des combinaisons, etc., ce qu'on ne fait pas pour l'instant chez ces patients avec altération moléculaire. Ça, c'est l'autre grande voie, c'est de se dire, bon, la résistance n'est pas sur le gène EGFR, elle est probablement à côté. Et on a l'exemple de MET qui est surexprimé dans probablement au moins 15% des patients qui résistent aux inhibiteurs de GFR, et des essais qui combinent
un inhibiteur de GFR et un inhibiteur de MET, donc 2 comprimés par voie orale, qui seront peut-être un jour un seul comprimé d'ailleurs, et à l'extérieur de la cellule, des anticorps bispécifiques qui ciblent les 2 récepteurs à la fois, avec des efficacités cliniques assez probantes, mais dans le sous-groupe des patients qui présentent l'expression de MET, donc le mécanisme de résistance. Et puis, on va avoir ces chimiociblés dont tu vas maintenant nous parler, qui sont une nouvelle génération de chimiothérapie, qui pourront être peut-être pour tous les types de cancers, mais aussi peut-être plus spécifiques pour certains mécanismes de résistance. C'est vraiment histoire de se dire on fait toujours de la thérapie ciblée, mais plutôt de la chimio ciblée en ciblant des cibles surexprimées à la surface des cellules tumorales en fait. Et de se dire qu'on va sortir du concept altération moléculaire, mais on va aller au-delà et peut-être cibler des voies de bypass qui sont suractivées chez les patients, soit qui ont des altérations moléculaires, soit sans altération moléculaire. Donc une façon intelligente de délivrer la chimiothérapie avec, on imagine, sur ce camembert, comme tu vois, toutes les cibles pour l'instant qui sont à l'étude, mais on imagine que derrière d'autres protéines sur la surface des cellules tumorales vont probablement être mises en évidence. Et avec ce petit panel que je trouve assez joli finalement, parce que c'est de se dire que, quelle que soit la maladie tumorale, cancer du poumon dans la petite cellule, d'aller cibler l'HER2, l'HER3, le TROP2, peut-être le MET, le CEACAM5, on en a parlé, et on verra dedans. Après, l'idée, on pourra en discuter, c'est comment est-ce qu'on mesure la cible et comment bien sélectionner de nouveau les patients. En fait, oui, parce que j'allais te demander, tu me parles d'immunohistochimie. L'immunohistochimie, il faut du matériel tumoral et on a beaucoup parlé de pouvoir se passer de biopsie et on sait que les biopsies, on les épuise très vite. La biopsie liquide, elle aura un rôle pour nous guider sur les ADC? Elle va être difficile. Enfin, elle va être difficile parce que du coup, où il faudrait doser sur les cellules tumorales circulantes en fait. Parce que pour l'instant, ça reste vraiment de l'expression sur la surface des cellules tumorales. Après, on peut imaginer qu'il y ait d'autres biomarqueurs, peut-être d'aller doser certains composants, peut-être d'aller doser au niveau de l'ARN, etc., l'expression, et savoir si c'est représentatif. Mais ça va être un vrai challenge. Mais le tissu va être quelque chose au corps d'indispensable en dehors, effectivement, de la biopsie liquide sur les altérations moléculaires. C'est vrai que les CTC, on est encore dans la recherche, mais ces médicaments, finalement, on en est où? Est-ce qu'on les touche du doigt? Est-ce que c'est encore des phases 2? Est-ce que c'est vraiment bientôt dans nos Oui, prescriptions? on y est. Alors après, c'est frustrant parce qu'on n'y a pas l'accès, notamment au niveau européen, au niveau France. Et il y a un accès, par exemple, au trastuzumab deruxtecan qui bloque la HER2 sur des résultats sur l'étude de phase 1 monothérapie chez les patients pré-traités. Et quand on voit, c'était 54% de taux de réponse, des médianes de PFS de 8 mois. Il y a une approbation, par exemple, sur la FDA. Il n'y a pas d'approbation au niveau européen tant qu'on n'a pas de nouveau des études de phase 3 randomisées pour nous démontrer le bénéfice. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accès précoce. C'est très frustrant. C'est une molécule, globalement, et quand on le voit dans le cancer du sein, pareil, qui a une puissance d'efficacité. Et dans le poumon, elle y est, cette molécule, en fait. Mais nos collègues scénologues la prescrivent. Oui. Donc elle est sur le marché et on pourrait la toucher Elle est du sur le doigt. marché, elle n'est pas dans l'indication du poumon, en fait. Et on est toujours sur la discussion de l'étude randomisée, des attentes, de façon à ce que ce soit validé et qu'on ait l'autorisation derrière, en fait. Finalement, c'est la première qui est sur le marché. Nouveaux médicaments, nouvelles tox. Nouvelle tox, oui. Alors, ça reste des toxicités quand même très chimiothérapie, toxicité hématologique, toxicité digestive, de perte de cheveux, etc. Les neutropénies, les thrombopénies, etc. Et puis après, il y a des tox assez spécifiques, et notamment quand on prend le trastuzumab deruxtecan, que sont les tox pulmonaires, en fait, les pneumopathies interstitielles, qui ont été assez fréquentes sur la première étude de phase 2. On était quasiment à 24% de toxicité, quel que soit le grade. Ça reste des grades 1, des grades 2, sachant que dans l'étude, la moindre suspicion de toxicité était déclarée comme une toxicité, et il fallait arrêter le traitement. Et probablement que certaines n'étaient pas forcément des toxicités qui méritaient un arrêt de traitement, peut-être des surdéclarations. Ceci étant, voilà, il y a ces pneumopathies interstitielles, il va falloir faire appel au pneumologue, avoir un réseau, mais comme on le fait avec l'immunothérapie, je ne pense pas que ce soit un souci. Et puis éventuellement, peut-être discuter des corticothérapies, s'il y a des grades 2 ou des grades 3 éventuellement, mais ça reste très, très réversible à l'arrêt du traitement, en fait. Alors on est quand même sur une niche, c'est les mutations R2. Est-ce qu'il y a d'autres on va dire, sous-groupes moléculaires, par exemple les mutations EGFR, où des choses vont arriver? Le GFR, oui. Alors après, c'est de regarder qu'est-ce qui va surexprimer en voie de bypass, en fait. Et on s'aperçoit que même pour les EGFR, tu as de la surexpression d'HER2 et surtout d'HER3, en fait, et également de certaines protéines comme TROP2. Donc, ils sont des très belles cibles. Et donc, pour l'HER3, tu as le patritumab deruxtecan qui a démontré chez les patients qui étaient exposés à inhibiteurs de tyrosine kinase que cette molécule-là avait une efficacité d'entre 30 à 40% de taux de réponse, des médianes de PFS qui peuvent atteindre 8 mois, et quel que soit le niveau d'expression d'HER3. Après, c'est la cible. Encore une fois, c'est très difficile. Et pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup à comprendre des biomarqueurs. Donc, c'est vrai que sur le GFR, on peut imaginer
quand tu es au bout des troisième, quatrième générations, que tu n'as pas véritablement de cible, ce soit vraiment une très belle alternative post-Agrisso, par exemple, en fait. Et alors là, du coup, il faudra toujours qu'il y ait la cible. On peut imaginer des médicaments, on va dire, standards, comme on prescrit du docétaxel chez tout le monde. Bah, il faudra qu'il y ait la cible, mais sachant que la plupart des patients et des cellules tumorales expriment la cible. Après, c'est de savoir est-ce qu'on peut enrichir, c'est-à-dire est-ce que plus la cible est là, plus c'est efficace, ou finalement il suffit d'un ou deux récepteurs à la surface des cellules tumorales, et la drogue étant tellement puissante et chargée avec le payload, avec la drogue de chimiothérapie, que finalement il n'y a pas besoin d'avoir une surexpression. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai débat, et pour l'instant, en termes de biomarqueurs, on n'est pas capable de l'étaminer. Donc on peut imaginer, et c'est ce qui se fait pour l'instant dans les essais thérapeutiques, hein, c'est-à-dire post-osimertinib, c'est d'exposer les patients versus chimiothérapie, quel que soit le niveau d'expression d'HER3 par exemple. Et puis en rétrospectif, on va aller voir si on est capable d'enrichir la population. Est-ce que les HER3 vraiment surexprimés répondent mieux versus les HER3 faiblement surexprimés, mais ce qui n'est pas clair du tout en fait. Hein. Et les TROP2, dont on parle beaucoup, on en est où? TROP2, c'est pareil, hein, c'est une cible, c'est plus de 3/4 des cancers du poumon non la petite cellule qui surexpriment TROP2. On a le topotamab, deruxtecan, pareil, qui cible TROP2. Il y a d'autres ADC qui ciblent TROP2. On est dans le même range d'activité. Donc on imagine que même chez les patients sans altération moléculaire, hein, pour l'instant, on est un petit peu démuni, le post-chimio-immunothérapie, deuxième ligne, on est sur du docétaxel, etc. On peut imaginer que ce type de drogue fasse mieux que le docétaxel, quel que soit le niveau d'expression de TROP2. Et de nouveau, pareil, l'expression de TROP2, pour l'instant, ce n'est pas très clair si effectivement ça enrichit la population qui répond mieux aux ADC anti-TROP2. Les résultats sont plutôt assez négatifs, quelle que soit l'expression de TROP2. On aura ça, et tu l'auras aussi sur les thérapies ciblées, hein, c'est-à-dire qu'un ALK, un EGFR, un BRAF, etc., peuvent avoir et auront cette expression de TROP2 pour lequel, de nouveau, on pourrait les rattraper derrière, en fait. Et quand ça marche vite? Quand ça marche, tu as une réponse quasiment au premier scanner, en fait. Hein. C'est vraiment, on est entre la thérapie ciblée, la chimiothérapie, etc. Quand tu as une réponse, et par expérience, pour avoir ces différents ADC, etc., tu as un premier scanner. Quand tu as une réponse objective, à 6 semaines, tu as cette réponse objective. Et même sur une étude de phase 2 avec l'anti-TROP2 qu'on a, à 3 semaines, un nouveau scanner, quand il répond à 3 semaines, tu as déjà de la réponse, en fait. Donc c'est très rapide en termes d'efficacité. Hein. Et quand tu as un patient sous osimertinib qui progresse, mais par exemple, il avait des lésions cérébrales qui, elles, n'ont pas progressé, tu as envie de garder l'osimertinib pour continuer à garder une efficacité sur certains sites, tu pourrais imaginer y associer autre chose? Bah, il faudra probablement, enfin, en tout cas, y associer un ADC, ça fait partie de la stratégie thérapeutique. Hein. Et on a ces ADC qui sont ces ADC anti-MET, Telisovie par exemple, post-osimertinib, avec un MET positif, et tu as ces taux de réponse qui sont de 50 à 60%, et des médianes de PFS pour l'instant qui sont pas atteintes, qui ne sont pas claires. Mais oui, la réponse, un anti-MET, un ADC anti-MET post-osimertinib a une efficacité. La deuxième chose, et même sur le plan cérébral, il y a une vraie discussion de l'efficacité de ces ADC. Hein. On a des très beaux cas de patients métacérébrales qui ont fait des réponses complètes sous ADC. Quoi. Donc, a priori, ça passe bien la barrière hémato-encéphalique. Après, encore une fois, il faudra ouvrir des cohortes spécifiques sur les métastases cérébrales. Et puis après, la question, c'est toujours pareil. C'est comme tu disais, est-ce qu'il va falloir commencer d'emblée les deux, bloquer globalement le GFR, bloquer les échappements par MET, etc. Ce sera probablement une des autres questions derrière par rapport à ces ADC. Mais sachant qu'on revient à des perfusions et des toxicités ADC, chimiothérapie. Quoi. Alors, R2, R3, TROP2, MET, tu as quoi d'autre dans ton panier? Ça veut dire que derrière, probablement CEACAM5, pareil, qui est très surexprimé dans les cellules, surtout les non-épidermoïdes, est à 20% qui ont vraiment une surexpression de CEACAM5. Quand tu regardes avec la drogue le SAR 408 qui cible spécifiquement CAM5, par contre, ça apparaissait très corrélé au niveau d'expression de CEACAM5 en fait. Et c'est vraiment les patients qui surexpriment qui avaient la meilleure réponse. Et du coup, le développement, par exemple, sur les phases 3 versus docétaxel, se font chez les patients CEACAM5 positifs. Donc après, ça peut dépendre, tu vois, des différentes cibles. Donc c'est une vraie très belle cible sur les non-épidermoïdes, non-small cell. Donc deux grandes familles, une pour lesquelles il nous faut la cible exprimée et les autres qu'on va appeler agnostiques, qu'on peut prescrire chez tout le monde. Oui, et puis après, enfin, probablement, c'est un phénomène de compréhension, hein, parce que c'est-à-dire que beaucoup de patients dans les études, il faut être très critique par rapport à ça, quand ils sont inclus, n'ont pas forcément des biopsies fraîches. Donc tu fais de l'évaluation sur des biopsies archivées. Donc tu imagines, voilà, il faudrait de nouveau l'expression de ces récepteurs
peuvent varier en fonction des TKI reçus, en fonction de la chimio, de l'immunothérapie. Et de nouveau, il va falloir aller de plus en plus sur la biopsie fraîche de façon à essayer d'établir des biomarqueurs si on veut sélectionner, parce qu'on va se retrouver avec 5-6 ADC. Et quid du meilleur ADC, chez quel patient, comment, à quel moment. Enfin, ça va devenir très complexe, mais tant mieux. Hein. Donc là, on a des essais randomisés contre docétaxel post-chimio-immuno, je présume, et bientôt ADC versus ADC. Versus ADC ou versus ADC plus chimiothérapie. Et puis après, donc c'est vrai qu'ils partent tous versus docétaxel, puisque la deuxième ligne, c'est du docétaxel, c'est ça qu'il faut arriver à battre maintenant. Ou alors la chimiothérapie chez les patients post-osimertinib, essayer de battre un sel de platine avec l'anti-HUR3 par exemple. Et puis après, l'idée, c'est est-ce qu'on va faire remonter ces ADC en première ligne? C'est-à-dire, du coup, est-ce qu'on ne va pas peut-être enlever un sel de platine ou une drogue, ou au contraire, laisser un sel de platine, enlever le pemetrexed? Et ce qui est en train de se faire, c'est ça. C'est des traitements de combinaison, par exemple, pemetrexed plus un anti-ADC, anti-TROP2, par exemple, plus une immunothérapie, ou un ADC plus une immunothérapie en première ligne. Quid chez les patients PD-L1, plus de 50%, de faire un ADC plus du pembrolizumab, par exemple, plutôt que de faire de la chimiothérapie, je me réserve la chimiothérapie derrière, en fait. Donc ça va pousser très fort et les études vont aller très vite. Hein. Donc on espère que ça va bouger rapidement. En tout cas, c'est vraiment l'espoir qu'on a pour nos patients. Une dernière question, la résistance. C'est quoi? Les cellules perdent l'expression de la cible ou elle est simplement résistante au payload, à la chimiothérapie portée par l'anticorps, comme avec toute chimiothérapie? Tu as les mécanismes. Oui, un des premiers mécanismes, c'est la perte de la cible qui est internalisée et globalement, il n'y a plus de cible à la surface des cellules tumorales. À ce moment-là, la drogue n'est plus absorbée. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de résistance à la chimiothérapie qui est le pilote, comme tu le dis. Et puis le dernier phénomène, éventuellement, c'est les effluves. Tu as des systèmes de pompe qui, éventuellement, vont externaliser du coup ton payload qui va ressortir de tes cellules tumorales, en fait. Donc c'est pour ça que ça, c'est la biopsie à la résistance. Il faut le comprendre. Pour l'instant, ce n'est pas énormément fait, mais il y a énormément à comprendre sur les mécanismes de résistance post-ADC. Après la révolution des thérapies ciblées, la révolution de l'immuno, la révolution des ADC. Merci beaucoup, David. Et quid de savoir comment on va les mélanger et puis avec la meilleure qualité de vie pour les patients. Donc le combat n'est pas terminé. Je pense qu'on va avoir beaucoup de résultats très rapidement. Merci à vous, merci pour votre attention. En tout cas, merci Benjamin pour ce débat. On a vu que c'est un domaine qui est absolument passionnant dans le cancer du poumon et ça reste un petit domaine sur les ADC, sur les thérapies ciblées. Enfin, vous voyez que ça devient très complexe et même entre experts, c'est très complexe à discuter. On n'a pas la solution. N'hésitez pas en tout cas à aller voir par rapport à tous les cours de chimiothérapie. Ce sera évoqué plus en détail, bien entendu. Je veux remercier les organisateurs de ces cours de chimiothérapie 2023. Posez-nous des questions, regardez un petit peu ce qui se fait, regardez les développements parce que ça va aller très vite. Ce qu'on peut vous dire maintenant va totalement changer peut-être dans quelques mois ou sur les prochains meetings. Et puis bien entendu, je vous invite à nous rejoindre de nouveau l'année prochaine pour ces formidables cours de chimiothérapie. Encore merci et à bientôt.